François Lemoine est parisien et fils de postillon. Son père guide donc les voyageurs à cheval et livre le courrier. Donc, il ne vient pas d'une famille d'artistes, ce qui, sous l'Ancien Régime, est exceptionnel. Cependant, suite au décès de son père, sa mère se remarie avec un graveur et portraitiste parisien, Robert Levrac-Tournière. C'est une situation surprenante à une époque où le mariage de raison règne. Levrac-Tournière a son petit succès à son niveau auprès de la bourgeoisie parisienne et il va très vite remarquer les dispositions naturelles de François Lemoine pour le dessin. Il forme son goût en observant les collections royales qui sont sans doute les plus riches et vastes de l'époque. Lemoine aime tout particulièrement Rubens et Véronèse et on verra que dans son style, dans sa carrière, ça a son importance. À partir de 1701 seulement, il suit véritablement des cours. Il a déjà 14 ans et il apprend auprès de Pierre-Jacques Cazes, futur directeur de l'Académie royale de peinture, et Louis Galoche, qui partage avec lui ses origines modestes, et Lemoine sera exclu de son cours pour insolence, on sait parce qu'il a dû rédiger une lettre d'excuse officielle pour pouvoir réintégrer l'enseignement. Ça ne l'empêche pas d'avoir le prix de Rome à 24 ans en 1711, à la suite de quoi il peint le plafond de l'église des Jacobins, Saint-Thomas d'Aquin aujourd'hui, sa première véritable œuvre d'envergure, une gigantesque toile posée au plafond sur laquelle il peint perché dans ses échafaudages. C'est un travail colossal qu'il fournit et les prêtres ne lui proposent pas une somme en conséquence, mais il fait avec, le but étant surtout de démontrer ses talents. Même en étant prix de Rome, on ne peut pas toujours exiger une juste reconnaissance. 7 ans plus tard, en 1718, il est reçu à l'Académie. Avec son tableau Hercule assommant Cacus, il reçoit ainsi toutes les louanges. Il représente Hercule l'instant avant qu'il ne frappe Cacus, le voleur. C'est l'un des 12 travaux que de voler ses bœufs à un monstre à 3 têtes sur une île isolée au-delà du détroit de Gibraltar, et c'est pas pour se le faire voler en rentrant évidemment. Tout dans ce tableau témoigne du niveau technique de Lemoine et d'une volonté de transcender les codes académiques. Les corps sont bien en chair, tangibles, les couleurs donnent leur volume aux musculatures par exemple, bien plus que la lumière ne le ferait. On voit là l'influence de Rubens, c'est évident. Il donne de l'importance aux décors sans les surcharger, et les animaux sont admirablement utilisés pour harmoniser l'ensemble des tonalités de la composition. On va du beige au noir. Il rend ainsi compte de ses observations de la nature, des hommes, des bêtes et de son acuité à leur donner vie sans parasiter le récit mythologique. À 35 ans, il part en voyage en Italie, à Bologne, Naples, Rome, Venise, pour étudier les grands maîtres, avec son camarade peintre François Berger, dont la fortune finance cette escapade. À son retour, il passe l'un des rares concours de l'Académie. Son tableau La continence de Scipion lui permet d'obtenir le privilège de professeur adjoint. Il estime mériter mieux, et complexe certainement vis-à-vis de ses origines. Il se pense mis à l'écart à cause de ça, et ça va le tracasser toute sa vie. C'est assez ironique, parce que la continence de Scipion raconte comment ce général romain refuse qu'on lui offre une princesse pour butin de guerre, même si elle est d'une grande beauté. Il a vaincu son ennemi, et sa seule récompense, c'est ça. Cet épisode montre le triomphe de la vertu sur le vice et l'orgueil. Nicolas Poussin aussi a traité le sujet, et en comparant les deux tableaux, on mesure sans peine l'évolution du goût. Les Français gardent cet esprit de grandeur et d'universalité, mais si on peut y mettre un peu de plaisir pour les yeux, c'est tout aussi bien. C'est ce tableau qui lui vaut le surnom de Nouveau Lebrun. Pour quelqu'un de persécuté, on a connu pire.
Dans son Pygmalion, le moine inverse les rôles de façon assez maligne. L'artiste se fige, transi d'admiration, quand la statue de Galatée, elle, prend vie. Le drap montre la démarcation entre la chair et le marbre se transformant, et le buste en arrière-plan sert d'échelle de comparaison. Chaque élément sur la toile trouve son utilité, les classiques cherchent ainsi l'équilibre et le strict nécessaire. Chacune de leurs productions doit démontrer leur connaissance littéraire ou leur virtuosité à interpréter un mythe. Cette peinture est une peinture démonstrative, intellectuelle et au service du bon goût. De fait, on peut difficilement porter un jugement négatif sur ces peintres et on l'observe facilement dans les musées. Les visiteurs considèrent ça comme la définition même de l'art. Cette définition a imprégné l'inconscient collectif. Avec la génération de Lemoine, on commence toutefois à parler de style décoratif, ce qui devient par la suite le style rococo de Boucher et Fragonard, mais Lemoine déjà apporte un soin particulier à sa composition et garde l'héritage classique de Lebrun ou Poussin, dans le sens où toute sa composition sert un propos, faire du beau oui, mais pas au détriment du sens. Il se place dans la continuité des Français et en même temps il utilise la couleur d'un Rubens et la profusion d'un Véronèse. Au niveau technique, il n'a rien d'exceptionnel, il fait comme les autres, il part du dessin. Il utilise la pierre noire et le pinceau humide pour estomper le trait, et il peut réaliser une sorte de plein et délié avec un procédé qui a priori ne le permet pas. C'est pas du tout propre à Lemoine donc, hein, c'est simplement pour souligner un détail qui fait qu'on reconnaît immédiatement les études de cette époque, et les tableaux qui en résultent. En 1731-32, il peint la fresque de la coupole de la chapelle Sainte-Marie dans l'église Saint-Sulpice. Il fait sensation. Une nouvelle fois, l'ampleur du travail abattu par lui et ses assistants ne laisse pas indifférent. On oublie trop l'importance de la décoration dans les églises. La contre-réforme a apporté un intérêt tout particulier aux arts pour contrecarrer les protestants, mais depuis que ces derniers n'ont plus le droit de citer dans le royaume de France, la tradition s'est maintenue, et aux grandes dames des prêtres, pour prendre un autre artiste contemporain, on demandait à François Couperin de ne pas trop prendre de liberté dans ses improvisations à l'orgue, où on fermait carrément les portes des églises pendant l'office pour que les fidèles restent, même si le spectacle est terminé, ou qu'ils n'entrent pas juste à la fin pour un concert gratuit. Le but étant quand même de communier avec Dieu et si possible de donner pendant la quête. Les fresques et les tableaux faisaient venir les fidèles et le peuple avait ainsi accès à l'art, le seul accès a priori. Hélas, pour nous, le plafond de Lemoine n'existe plus maintenant, il a été retiré. Il peint aussi des tableaux pour l'église Saint-Eustache à Paris, tableaux disparus depuis. Et il peint entre autres pour la cathédrale de Sens. Il a tout un pan de sa carrière pour l'art religieux qu'on sous-estime. Cependant, le cœur de l'œuvre de Lemoine, ça reste quand même la peinture d'histoire, les sujets mythologiques, on le connaît pour ça, et lui-même voulait être reconnu pour ça. Ainsi, il peint Hercule et Omphale pour le moins original. Lemoine renverse les rôles. Le héros est apprivoisé, il tisse de la laine, Omphale revêt sa fourrure du lion de Némée et elle enlace la massue dont l'extrémité fait clairement penser à un pénis turgescent. La composition semble figée, le peintre ne représente qu'une seule scène, et non deux ou trois comme le voudrait l'usage. Il donne à voir un homme puissant, la virilité incarnée, et qui pourtant se laisse aller aux vacuités et perd de sa superbe. Néanmoins, on sent pas de jugement défavorable.
On peut aller jusqu'à remarquer une certaine innocence, le regard de l'ange intègre le spectateur au tableau sans provocation, le sujet se voudrait presque licencieux et pourtant il en ressort une certaine affection des deux protagonistes, l'un pour l'autre, ainsi que évidemment l'auteur pour son sujet. Il n'y a rien de vulgaire dans tout ça. Mais quand on sait que Louis XV choisit Hercule pour le représenter, ça prend une toute autre saveur, surtout qu'Hercule est un demi-dieu, quand son arrière-grand-père, Louis XIV, lui, choisissait un dieu et pas n'importe lequel, Apollon, le dieu de la lumière et de la sagesse. C'est donc pas étonnant que Louis XV choisisse à Versailles de créer le salon d'Hercule, et y choisit pour maître des travaux François Lemoine, dont la renommée ne lui a pas échappé, ne serait-ce que parce que certaines de ses toiles ornent les murs du château. De 1733 à 36, Lemoine s'attelle donc à la tâche et il décide de décorer un mur par un Véronèse. Le repas chez Simon le Pharisien, qui était peint au XVIe siècle, en 1570-72, le tableau est mutilé pour entrer dans un cadre harmonieux avec le reste de la pièce. Une pratique courante, on découpe les toiles, on repeint par-dessus, on les restaure un peu dans le goût de l'époque, s'il est abîmé, d'autant plus. Ce Véronèse fait référence à l'ancienne chapelle royale qui se trouvait ici. Le lieu garde une acoustique particulière, on y donne des concerts, des réceptions, des repas, et à ce moment-là, les pièces n'ont pas de fonction définitive. Même la salle du trône change sporadiquement de place, et pareil pour la chambre du roi ou de la reine. Ce qu'on peut voir aujourd'hui à Versailles, c'est une recréation fantaisiste, imaginée entre autres par Pierre de Nolhac au XIXe siècle. Disposer ainsi un tableau de Véronèse, c'est peut-être aussi faire référence au palais des Doges, décoré par ce dernier et Titien, donc se mettre dans leur héritage, se mettre à leur suite quelque part. Il inclut aussi un tableau qu'il a peint 4 ans avant, en 29, Louis XV donnant la paix à l'Europe. Le roi tend un rameau d'olivier qu'il tient de la fécondité et la piété, donc ce symbole de paix, il le donne à l'une de ses deux filles jumelles, Louise-Élisabeth ou Anne-Henriette, et dans le fond, on peut voir la discorde qui tente d'ouvrir les portes du temple de Janus. Ça vient de l'expression « fermer les portes de Janus », qui veut dire « faire la paix ». On le reconnaît parce que le dieu Janus est représenté sur le fronton avec ses deux visages, c'est un dieu bicéphale, l'un des deux visages est tourné vers le passé et l'autre vers l'avenir. Lemoine va peindre seul l'apothéose d'Hercule, à 15 mètres de hauteur. Il peint directement au plafond, allongé sur le dos. 3 ans de travail quotidien, il est sujet aux angoisses et aux crises d'épilepsie et ça n'arrange rien à sa santé fragile. Ce genre de travail est presque anachronique, ça ne se fait plus. Le goût se portait plus sur les petites décorations au-dessus des portes. Les appartements Louis XV, ce sont de plus petits espaces que ceux de Louis XIV. Donc, sans doute Lemoine pense-t-il être au service d'une vaine entreprise. Et cette apothéose d'Hercule, elle est certes luxuriante, elle est impressionnante, quoi. Quand on découvre ça, c'est incroyable, c'est gigantesque, mais ça reste équilibré. C'est un beau tour de force de son auteur, le nouveau Lebrun. Lemoine devient le peintre et sculpteur officiel de Louis XV après ça. Il est reconnu et admiré. Voltaire écrit dessus quand il découvre ce plafond, et
Il a opéré une synthèse de plusieurs grands maîtres italiens sans les vampiriser ou les singer. Il parvient à renouveler le style français, du moins c'est ce que disent tous ses contemporains, et on peut admettre sans trop s'avancer qu'effectivement c'est réussi, et pourtant il se tue en 1737 avec son épée, il a 50 ans. Il a eu un parcours pour le moins compliqué, une ascension sociale assez fulgurante dans une société qui ne le tolère pas tout simplement parce qu'elle n'est pas possible. Son rival Jean-François de Troyes ne manque jamais de mots assez durs envers lui, ce qui témoigne de la concurrence qui s'exerçait entre les générations, les styles qui vont avec, et on les comparait tous les deux immanquablement, ils étaient souvent exposés ensemble. Chacun défend son privilège ou ses privilèges, et le nouveau venu peut se voir d'un mauvais œil. On n'a même pas à porter un jugement de valeur sur ces hommes, c'est ainsi que fonctionne l'ancien régime. Leur reprocher d'y appartenir, ça n'aurait pas beaucoup de sens. La neurasthénie de Lemoine, puis son suicide, nous mène à entrevoir la pression sociale que subissaient ces gens à cette époque aussi. On imagine que tout est gravé dans le marbre, que chacun était bien à sa place et la vie était plus simple, c'est faux. Quand on dit j'aurais aimé vivre à cette époque, non, on n'aurait pas aimé. L'Ancien Régime n'a pas la douceur de vivre dont parle Talleyrand au début du XIXe siècle. C'est le même effet rétroactif que dans l'entre-deux-guerres quand on parlait d'avant 14-18 en disant la belle époque. Sous l'Ancien Régime, même à la cour, les conditions de vie nous seraient intolérables. Ces grands nobles vivaient dans des cages à poules à Versailles ou au Louvre. Les odeurs étaient insoutenables, que ce soit le sang des animaux qu'on tuait dans les arrière-cours, ou l'urine que les tanneurs récupéraient pour faire du cuir, ou encore les parfums avec lesquels les plus riches se lavaient, l'absence d'intimité, la violence des rapports humains, les tortures publiques et les exécutions, etc. Mais là on parle seulement des villes, alors que c'est un monde essentiellement rural. C'est sans doute pour pallier à l'injustice de cette vie que ces artistes nous consolent avec ces compositions si équilibrées et si intelligemment réalisées. Le raffinement, ce que ces gens appellent le bon goût et l'honneur sont des valeurs essentielles. Et il faut pas perdre ça de vue quand on regarde ces toiles. On cherche à éviter le trivial, on cherche à incarner un idéal de beauté et on ne s'adresse pas qu'à son commanditaire. Les messages moraux que l'on trouve dedans étaient des évidences, c'était un jeu destiné à agrémenter une technique de peinture déjà à son sommet, et c'est pas surprenant si les rococo arrivent après un artiste comme François Lemoine. Ils vont donner à l'art un aspect plus tangible, une dimension plus humaine.